Gauche, ça tombe bien. Manon Aubry, bonsoir. Merci d'être sur Bonsoir. le plateau. Députée européenne LFI. Face à vous ce soir, Pascal Drouot, merci d'être présent. Analyse spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut Choiseul. Et Tugdual Denis, bonsoir. Tugdual, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Madame Aubry, qu'est-ce que ça suscite en vous ces images? On revient 10, 11 mois en arrière. Comment vous les viviez? Comment vous les analysez? Moi, je partage la colère folle du monde agricole, parce que c'est pas faute d'avoir prévenu. Ce qu'il soulevait il y a déjà 10 ou 11 mois, vous l'avez dit, n'a absolument pas été répondu par le pouvoir en place. Que ce soit la question de prix rémunérateurs et notamment de prix plancher sur lequel on s'était battu, nous, tant au niveau français qu'au niveau européen, et que les macronistes avaient refusé pour garantir une rémunération minimum de leur travail. Parce qu'on parle quand même d'agriculteurs dont un quart d'entre eux gagne moins de 6 000 euros par an. Pas, en fait. Si vous achetez votre brique de lait à Lactalis, 1 euro, il n'y a que 25 centimes qui va à l'agriculteur. Et puis le deuxième volet sur les accords de libre-échange, sur lequel moi, personnellement, je me bats depuis des mois et des mois. J'avais lancé l'alerte dans la campagne des élections européennes, qu'on allait le prendre sur un coin de la tête. Je vous raconterai ensuite toutes les coulisses de ce qui se trame au Parlement européen là-dessus, mais clairement, c'est comme si on n'avait appris aucune leçon de ce qui s'était passé, et on leur avait dit, allez, retournez dans vos champs, et forcément, vous avez un retour de bâton quand vous apportez pas de réponse politique. Denis, il y a peu de mouvements de colère ou d'expression, en tout cas d'opposition, qui ont autant de sympathie ou de soutien que les agriculteurs quand ils se rapprochent de Paris. C'est vrai, mais écoutez, je crois qu'on peut tous quand même s'identifier effectivement à leurs difficultés. C'est des gens qui exercent un métier très compliqué, qui sont surchargés de normes administratives, qui sont souvent enquiquinés par soit des écologistes un peu trop sourcilleux, soit un État qui aime multiplier les contrôles. Et c'est surtout des gens à qui on n'a pas respecté la parole donnée. Et ça, je crois que c'est ça qui est fondamental dans le soutien de l'opinion publique aujourd'hui, et ce qui rend cette crise agricole extrêmement compréhensible, c'est que, Manon Aubry l'a rappelé tout à l'heure, pendant la campagne des européennes, et d'ailleurs c'était sain sur le plan démocratique, on a débattu de l'agriculture, de notre modèle agricole, du pacte vert, on a débattu des produits phytosanitaires, on a débattu du mode de rémunération des agriculteurs. À l'issue de cela, il y a eu une loi d'orientation, et à cause de l'inconséquence politique de la dissolution de l'Assemblée nationale, les promesses n'ont pas été tenues, et rien ne s'est passé. Et je crois que c'est ça aussi auquel s'identifient les électeurs français aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, la politique française, elle crève du non-respect de la parole donnée, elle crève de l'absence de confiance dans les décideurs publics, et les agriculteurs cristallisent ça mieux que quiconque aujourd'hui. Monsieur Drouot, vous qui êtes un spécialiste de l'Amérique latine, comment vous analysez cette mobilisation? On est encore une fois dans ce qu'on appelle l'exception française, on n'est jamais content, on râle pour rien, ou est-ce qu'il y a un problème de fond? Est-ce que l'agriculture française est à ce point-là décalée avec les autres agricultures qu'elle se retrouve isolée? Comment vous l'analysez? Non, je crois qu'il y a évidemment un problème de fond, ceci étant qui s'inscrit dans un contexte actuellement politique extrêmement important, autant en Amérique latine d'ailleurs qu'en Europe. Moi, je suis frappé ces derniers jours, et devant le conflit que l'on observe, par cette évolution géopolitique incroyable, et de conflits, de tensions, qui est en train de se dérouler en Amérique latine. Le sommet de l'APEC, Asie-Pacifique, qui vient de se tenir au Pérou, avec l'ouverture du plus grand port chinois sur la façade pacifique, qui va transformer les voies de commerce en Amérique latine, qui va ouvrir toute une série d'infrastructures pour rattacher d'ailleurs la façade atlantique, et notamment le Brésil, à la façade pacifique, d'une part. Le sommet ibéro-américain, qui avait lieu également cette semaine en présence du roi Felipe VI, quand on connaît la situation dramatique qui a été vécue en Espagne, à Valence. En Espagne, notamment l'élection évidemment de Donald Trump, qui va avoir des conséquences gigantesques sur le continent latino-américain. Pourquoi? Parce que ce continent est en train de devenir chinois. On en reparlera dans les prochaines minutes. Avant cela, j'accueille Pierre Le Baillif. Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur départemental de l'Eure pour la FNSEA, principal syndicat agricole. Vous avez mené plusieurs actions aujourd'hui dans ce département de l'Eure. Quel bilan en faites-vous ce soir?
Bonsoir. Les principales villes de l'Eure et des cantons, j'allais dire, ont été bâchées ce soir pour montrer notre incompréhension de la situation actuelle et de ce qui se passe en Europe. La plus vieille politique agricole en Europe, c'est la politique agricole. Et aujourd'hui, des nouvelles politiques viennent pour tout détricoter, ce qui a été construit depuis de nombreuses années, notamment avec cet accord qui nous met en concurrence déloyale avec d'autres pays. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ce soir, notamment à Vélizy-Villacoublay, on ne parle pas de point de blocage, on parle de point de rassemblement, le rassemblement qui sera levé demain matin, mais ça va un peu continuer. Est-ce qu'on est face au début d'un mouvement identique à celui d'il y a 10 mois ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Les choses ont évolué. On a eu quelques acquis pendant l'hiver. On a d'autres qui ont été annoncés au tout du mois de décembre, et notamment sur les aides à la trésorerie qui ne sont pas encore en place. On attend impatiemment les modalités. On a cet accord du Mercosur dans l'actualité qui vient se rajouter à tout ça et qui remet une goutte dans le vase qui déborde déjà. C'est le début de l'hiver. Les agriculteurs, ils font que de descendre de leurs tracteurs. Ça fait plus d'un an qu'on est sous l'eau avec des récoltes moyennes. On en parlait encore avec nos collègues. Tout le monde, en a ras-le-bol et attend que la saison se finisse. Et voilà, si rien ne bouge dans les prochains jours, prochaines semaines et qu'on n'a pas d'éléments tangibles, on sera obligé de maintenir et de continuer la mobilisation. Après, la forme qu'elle prendra, je ne sais pas, mais c'est... Dans votre tête, vous êtes prêts avec vos collègues à quitter les exploitations et à monter à Paris ? Il faut pas l'exclure, mais aujourd'hui, les agriculteurs, ce sont des gens du terrain. On peut être plus efficace aussi dans nos villes régionales, par exemple. Pourquoi pas aller à Paris en feu d'artifice, j'allais dire, mais aujourd'hui, on est encore dans le dialogue, dans l'attente, dans la construction. Il y a les éléments nouveaux, il y a le nouveau gouvernement qu'on attendait depuis 6 mois. Il faut finir cette partie-là et voir quelles sont les cartes du gouvernement. Merci beaucoup, Pierre Le Bailly, d'avoir été avec nous quelques instants ce soir pour faire état évidemment de vos revendications et de la suite du mouvement. Merci beaucoup. On va accueillir, avant d'échanger de nouveau avec mes invités et en longueur cette fois-ci, Chloé Giraud. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Avec vous, on va s'arrêter sur l'une des raisons de la colère des agriculteurs. C'est donc cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Précisément, que contient cet accord en termes de produits agricoles qui arriveront en France si évidemment ce traité est adopté ? On va regarder ça en détail. On va commencer avec la viande parce que c'est un exemple qui est régulièrement cité par les agriculteurs eux-mêmes pour dénoncer cet accord de libre-échange. Et on va commencer par la volaille parce qu'en Amérique latine, il y a un très grand pays producteur de volaille, le Brésil, qui est le 2e pays mondial en production de volaille très précisément. Et donc, si cet accord de libre-échange venait à être adopté, eh bien, ce sont 180 000 tonnes de volaille supplémentaires qui pourraient arriver en Union européenne. Il y a aussi la viande bovine avec là aussi 2 très gros pays producteurs, le Brésil et l'Argentine. Cette fois-ci, ce sont 99 000 tonnes supplémentaires qui pourraient arriver en Union européenne. Ça, c'est pour la viande, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres produits concernés dans des très grandes quantités, le sucre notamment, à hauteur de 180 000 tonnes supplémentaires, donc autant que le poulet, et également le riz à hauteur de 60 000 tonnes supplémentaires. On peut également citer dans des quantités un petit peu moindres le miel à hauteur de 45 000 tonnes supplémentaires ainsi que le maïs doux, donc c'est le maïs que nous consommons et non pas celui des animaux, à hauteur de 1000 tonnes supplémentaires. Oui, si on regarde bien, ces produits ils sont en fait déjà présents dans nos rayons. Oui, effectivement, en fait, les importations venant du Mercosur vers l'Union européenne, elles sont déjà très importantes. Regardez, par exemple, en ce qui concerne la viande bovine, l'année passée, en 2023, ce sont déjà 200 000 tonnes de viande bovine qui ont été importées depuis les pays du Mercosur, depuis l'Union européenne. Donc, pour avoir un ordre d'idée, ça représente à peu près 3% de la consommation dans l'Union européenne. Pour la volaille, ce sont 300 000 tonnes qui ont été importées. Et puis, pour le sucre, il faut savoir que parmi
les importations de sucre en Union européenne. 10 à 12% viennent d'ores et déjà du Brésil. Vous l'avez donc compris, si cet accord de libre-échange venait à être adopté, ces importations, logiquement, devraient augmenter grâce notamment à ces droits de douane avantageux qui seraient baissés, voire même annulés sur certains produits. Par exemple, en ce qui concerne le poulet, le sucre, le riz ou encore le miel, eh bien, il pourrait être donc importé par dizaines de milliers de tonnes à taux zéro. Merci beaucoup Chloé pour l'ensemble de ces informations, cette analyse et ces chiffres qui nous permettent de comprendre le tout sous le contrôle pointilleux de Manon Aubry qui acquiesçait au fur et à mesure pour des chiffres qui sont importants. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, Madame Aubry, ce soir. C'était un peu plus tôt sur le tarmac de l'aéroport de Buenos Aires en Argentine. Emmanuel Macron allait s'envoler pour le Brésil qui va accueillir le G1 et voici ce que le président de la République a dit notamment, pas seulement mais notamment. La France s'oppose à cet accord et je vais vous dire, le président Milei m'a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de cet accord et qu'il n'était pas satisfait du fonctionnement actuel du Mercosur. Ce qui est un des points sur lesquels nous avons convergé. Et donc je pense que je sors de ces entretiens avec la conviction que nous n'y sommes pas. Et donc je veux ici rassurer nos agriculteurs. Manon Aubry, est-ce que vous êtes rassuré par ces propos du président de la République ? Absolument pas. Vous savez, ça fait des mois et des années que je travaille sur cet accord de libre-échange et je peux vous dire que la signature de cet accord est imminente et je pense qu'il ne faut pas être naïf face à la tentative d'esbrouf pour sauver l'honneur de la France. Ce qui est en train de se passer en coulisses sur cet accord de libre-échange, qui est le pire accord de libre-échange jamais négocié par l'Union européenne, c'est un double coup de force antidémocratique. Le premier, c'est que, en réalité, alors que l'accord est sur le point d'être signé très probablement au sommet du Mercosur de début décembre, c'est ce qu'on nous dit est le plus probable, nous n'avons toujours pas accès au moindre document de négociation de l'accord de libre-échange. Vous avez les chiffres de Chloé et rien d'autre en gros. En gros, en fait, ça, c'est issu d'une version du texte qui date de 2019, pour vous dire. Donc, moi, je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. Je suis la rapportrice pour mon groupe sur cet accord de libre-échange. J'ai dû me battre pendant des mois pour obtenir quoi ? Une réunion à huis clos. Et dans cette réunion à huis clos, avec le responsable en chef des négociations, qui pour défendre l'accord, vous serez ravis d'apprendre qu'il nous dit que les vaches sont plus heureuses en Argentine qu'en France, par exemple. Il y a plus d'espace. C'est vraiment les arguments qu'on use. Ouais. Sachant que les normes en matière de bien-être animal, d'hormones, de croissance, de pesticides sont absolument pas les mêmes. Et évidemment que ça produira de la concurrence déloyale. Mais je vais au bout de ma pensée. Ce qu'est en train de faire la Commission européenne, c'est d'essayer de passer en force pour qu'il n'y ait pas de débat démocratique. Et donc, après cette réunion à huis clos, je vous raconte juste cette anecdote parce que je la trouve assez symptomatique de ce qui est en train de se passer. On m'a même menacé de sanctions pour raconter ce qu'il se passe dans cette réunion à huis clos. Donc on veut tenir cet accord à l'abri du débat démocratique, d'un contrôle citoyen, alors qu'évidemment, on devrait avoir un débat. Et la deuxième chose, vous en avez un peu parlé un peu plus tôt à l'antenne, mais c'est vraiment le gros scandale antidémocratique. Normalement, les accords de libre-échange sont adoptés à l'unanimité des États membres. C'est-à-dire qu'un seul État comme la France pourrait le bloquer. Et ils sont en train de passer en force pour changer la base juridique. Alors la France, Emmanuel Macron, pardon, mais qui se réveille au dernier moment alors qu'il n'a rien fait pour bloquer les négociations depuis des mois, qu'il a bloqué notre proposition de résolution à l'Assemblée nationale et qui va revenir cette semaine normalement. Qui va revenir cette semaine. Je vous interroge juste parce que je voudrais justement, je reprends vos mots. Emmanuel Macron se réveille-t-il trop tard ? Ou a-t-il laissé passer cela sans le voir ? Ou est-ce qu'il se réveille parce qu'il se rend compte qu'il y a une opposition ? Non, mais c'est une farce. Pardon, excusez-moi, ça fait effectivement des mois, pour pas dire des années, que si Emmanuel Macron était un chevalier anti-mondialisation abusive et anti-Mercosur, il aurait eu tout le temps de... Mais là, on parle de l'agriculture française. Il y a déjà une crise, il y a un an. Non, mais écoutez, moi, je me souviens du débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella il y a quelques mois, où Gabriel Attal contredisait Jordan Bardella à chaque fois que Jordan Bardella essayait de lui expliquer que cet accord était inéquitable. Ouais. Le Mercosur, il y avait une pancarte sur un tracteur qui était d'une simplicité biblique. N'importons pas l'agriculture que nous ne souhaitons pas produire nous-mêmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, il y a un enfant de 5 ans comprendrait que effectivement, c'est totalement déloyal de pouvoir venir importer du bœuf argentin nourri aux hormones ayant brouté dans des pâturages où tous les pesticides sont permis. Je caricature évidemment à outrance.
quand nous, Mais c'est pas faux. on a... Comment 30% des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Donc c'est pas faux ce que vous quand dites. nous, on est sur le dos de nos agriculteurs du matin au soir. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Et de janvier à décembre. Et c'est ça le problème. Mais quand même, politiquement, c'est aussi, si vous voulez, complètement contre nature, parce que Emmanuel Macron, il peut pas prôner en même temps la souveraineté européenne. Mais si, ça s'appelle le en même temps, ça. Et se plaindre du Mercosur. Il peut pas être un des artisans du libre-échange dans le monde et pour le commerce mondial et faire semblant de s'offusquer tout d'un coup que les règles sur ce coup-là ne sont pas équitables. Monsieur Drouot, c'est tout son système politique, si vous voulez, qui est contradictoire. Un exercice très compliqué. Vous me teasez en 30 secondes, vous me dites ce que c'est que le Mercosur et ce qui va se passer. Je vais voir Célia Jusfredi et puis après on développe ensemble. Mais c'est quoi ce Mercosur dont on parle? Parce qu'on en parle beaucoup, on se dit que ce sont 5 pays, mais c'est quoi? Le Mercosur, c'est une alliance. C'est un espace commercial en Amérique du Sud qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, depuis le mois d'août dernier. Est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Bien sûr, mais ils ont aussi des divergences. Et c'est ce que l'on a vu quand le président a parlé... de son homologue argentin. Évidemment. L'approche de Javier Milei n'est pas celle de Ignacio Lula, et encore moins celle de la Bolivie. Donc c'est cet ensemble, 12 millions de kilomètres carrés, mais c'est justement, à travers votre question, l'autre pendant aussi dans la présentation, parce que lorsque Pierre Le Baillif parlait d'incompréhension, c'est vrai qu'il y a tout un volet de pédagogie à faire, parce que certes, on voit dans le sens Amérique latine, Europe, enfin on va pas être envahi par les latino-américains, mais enfin c'est la même chose aussi de l'Europe vers avec des le voitures allemandes, c'est ce qu'on nous dit. Ils seront perdants, avec des voitures allemandes. Vers le Mercosur, et ils seront, en tout cas, voilà, il y a des questions de fond qui sont aussi posées. Merci pour ce résumé. On va revenir dans le détail dans un instant. Mais avant cela, on retrouve Célia Jusfredi, toujours avec Lizzie Villacoublay sur la nationale 118, à une quinzaine de kilomètres de Paris. Et on voit sur ces images des différentes caméras BFM TV un peu plus d'une centaine d'agriculteurs qui sont rassemblés tranquillement, qui échangent visiblement, et on imagine assez facilement de quoi ils parlent en ce moment. Oui, absolument. Et ils parlent tous avec beaucoup de convivialité, surtout de ce traité Mercosur qui inquiète énormément ici. Même si Emmanuel Macron a dit aujourd'hui ne pas vouloir signer ce traité, il y a énormément d'inquiétudes par rapport à la concurrence évidemment européenne. Alors aujourd'hui, comme il y a un an environ, on peut voir beaucoup de convivialité entre les agriculteurs qui sont là aussi pour se rencontrer, pour échanger et pour montrer qu'ils sont présents et qu'il ne faut pas les oublier. C'est leur crainte aujourd'hui. C'est qu'ils soient oubliés, que les mesures qui avaient été annoncées il y a un an soient respectées, car pour le moment, à peu près la moitié d'entre elles ont été respectées, débutées, mises en place. Alors, on en attend plus aujourd'hui. Alors, vous le voyez, l'heure est au repas, avec énormément de personnes qui attendent justement pour se substanter, car ils sont aujourd'hui ils sont 150 à peu près à rester pour la nuit. Enfin, même si qu'une dizaine, une vingtaine resteront certainement dormir sur place. Et après, ils devraient s'en aller demain matin aux alentours de 10h ou de midi maximum pour libérer la N118, même si elle n'est pas totalement bloquée. Car ici, on ne parle pas d'un blocage, mais plus d'une manifestation. Vous pouvez voir sur les images de Célia Vallée, juste à côté des voitures circulent encore, et on peut entendre justement le bruit des klaxons des automobilistes qui sont toujours en soutien des agriculteurs. C'était le cas déjà il y a un an où il y avait des concerts de klaxons pour les automobilistes qui passaient à côté des points de rassemblement. Merci beaucoup Célia. Jusfredi avec Célia Vallée. Lola Baye, vous êtes à quelques mètres et vous êtes avec un membre des JAM, des jeunes agriculteurs. Tout à fait. Je vais me tourner justement là. Ce point de blocage, il est central. On a un point de bascule avec cet accord en ligne de mire du Mercosur. Oui, effectivement, là on arrive sur le début des mobilisations et on a des accords qui sont très importants qui sont en train de se passer actuellement. Donc c'est pour ça qu'on se devait de pouvoir être mobilisé et d'être là aujourd'hui. Concrètement, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour un agriculteur de joindre les deux bouts. Bah oui, effectivement, les trésoreries des exploitations font que de s'effondrer. La surtransposition des normes est encore très présente sur les exploitations. Il faut qu'on puisse sortir la tête de l'eau et pouvoir installer nos jeunes. Et donc aujourd'hui, on n'a plus le choix de pouvoir se mobiliser et de se faire entendre.
Pour autant, il y avait déjà une mobilisation en janvier qui avait donné lieu à des aides. Notamment, il y avait eu un fonds pour les viticulteurs de 80 millions d'euros, pour les agriculteurs biologiques aussi. Le GNR, ça n'a pas suffi. Non, effectivement, c'était dérisoire. Hein. C'est vider l'océan avec une petite cuillère. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a toutes les problématiques qu'on a évoquées lors des dernières manifestations de janvier dernier. La plupart n'ont pas été mises au goût du jour et on ne voit pas l'évolution. Ça veut dire quoi? Plusieurs séquences? Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez monter progressivement en intensité. On attend des réponses, on attend des choses concrètes. Donc de toute façon, aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont plus grand-chose à perdre. Donc on ira jusque là où il faut aller. Donc oui, on montera crescendo au fur et à mesure, mais on espère que le gouvernement ouvre un peu les yeux. Merci beaucoup, on entend votre message. Donc on le rappelle, on est ici au point de blocage des agriculteurs à l'appel de la FNSEA. Il y a aussi les jeunes agriculteurs qui sont ici mobilisés sur la N118 avec quand même un point de passage, une voie sur l'autoroute qui laisse passer les voitures dans le sens province-Paris. Vous le voyez avec aussi ces scènes de barbecue. Il y en a beaucoup qui vont dormir ici parce que cette action, elle va durer jusqu'à demain matin aux alentours de 10h, entre 10h et midi, avec d'autres séquences à prévoir fin novembre et début décembre. Merci beaucoup Lola, merci également à votre invité. On va s'intéresser à ce qui pourrait être la solution. On en parlait évidemment. Il y a un droit de veto, on l'oublie parfois, mais il y a un droit de veto français. Le problème, c'est qu'il peut s'appliquer dans ce qu'on appelle des accords d'association, qui sont des accords mixtes, qui nécessite donc l'unanimité des États membres au Conseil de l'Union européenne. Et il suffit qu'évidemment un pays mette son veto. Le problème, et je vous pose la question, vous qui êtes la spécialiste européenne du plateau, c'est que l'Union européenne peut scinder cet accord en deux et isoler son volet commercial. On en est où? Et donc empêcher évidemment que le veto soit un veto global. Où en est-on de cette possibilité-là? Pour bien comprendre, donc normalement les accords commerciaux sont en effet adoptés à l'unanimité des États membres, mais je rajoute plus la validation des parlements nationaux. Totalement. Et donc scinder l'accord en deux consiste à diviser la partie commerciale d'un côté et la partie politique et investissement de l'autre, pour essayer de passer en force sur la partie commerciale, qui consisterait alors à avoir la majorité qualifiée des États membres, c'est-à-dire 55% des États qui représentent 65% de la population, et la validation évidemment du Parlement européen, qui est censé être codécisionnaire, même s'il refuse de nous donner l'accès au moindre texte. Là où est-ce qu'on en est pour répondre à votre question? La Commission européenne a initié le changement de base juridique, et c'est là où est tout le subterfuge. Pour changer de base juridique, il ne faut pas l'unanimité des États membres, il faut une simple majorité qualifiée. C'est toute la difficulté de ce passage en force démocratique. Et si vous voulez mon avis, pour moi qui travaille sur ce sujet depuis longtemps, c'est là tout l'enjeu sur lequel il faut se mobiliser. Si on arrive à bloquer cette étape, alors c'en est fini de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et vous disiez un petit peu plus tôt, est-ce que c'est une exception française? Est-ce que c'est finalement que la France qui se mobilise? J'ai une bonne nouvelle là-dessus, la réponse est non. Il y a eu une première mobilisation à Bruxelles la semaine dernière à laquelle j'étais. Évidemment, les agriculteurs belges, polonais, irlandais, néerlandais seront aussi impactés. Ils étaient plus nombreux il y a un an quand il s'agissait d'inflation ou de hausse des prix, évidemment, par rapport au coût du travail, que là, on a le sentiment que sur l'opposition au Mercosur, les Français sont un peu plus isolés, moins soutenus. C'est juste qu'il y a eu plus de débats en France, notamment à l'occasion des élections européennes. Mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai initié une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne qui a été publiée aujourd'hui dans la Tribune dimanche, qui réunit 130 parlementaires, plus de 130 parlementaires de 13 pays différents. Donc le sujet monte aussi. Il y a notamment des signataires en Pologne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc il y a une mobilisation qui se crée. Et je vais vous raconter une dernière anecdote qui est assez intéressante. Quand j'ai eu des échanges avec des responsables de la Commission, là aussi à huis clos, ils seront ravis de savoir que je porte le débat dans un cadre démocratique, parce que j'estime que c'est comme ça que ça doit se passer. Ils m'ont dit peu ou prou, arrêtez de raconter n'importe quoi aux agriculteurs, sous-entendu, ils ne comprennent rien à l'accord, les agriculteurs seront ravis de l'apprendre. Et deuxième chose, il n'y a qu'une chose qui peut bloquer cet accord, c'est la mobilisation des agriculteurs. Eh bien j'ai envie de dire, les agriculteurs l'ont très bien compris, c'est la meilleure réponse qu'ils peuvent apporter à ce passage en force d'un accord qui est une folie sur le plan agricole, mais qui est aussi une folie sur le plan sanitaire. On en a parlé, 30% des pesticides autorisés au Brésil, interdits en Europe, et aussi sur le plan climatique et environnemental.
environnementale. On parlait tout à l'heure de Javier Milei, le président argentin, mais l'Argentine vient de décider de sortir des accords de Paris. Alors, Emmanuel Macron a une discussion avec son homologue sur le climat. Je vois qu'on revienne. Ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui peut servir au fait les intérêts de la France dans son opposition, c'est que cette mobilisation et cet accord du Mercosur, ça intervient alors que ce sont les élections syndicales chez nos amis agricoles et que forcément, ils vont avoir tendance à se mobiliser un peu plus et qu'en plus, on est aussi dans une forme de consensus d'opposition avec un Premier ministre qui se cherche une majorité. Oui. Est-ce que l'un plus l'autre, ça peut faire que, en gros, la France, pour une fois, sera unie derrière une cause et pour la défendre? Non, mais les nuages sont extrêmement noirs au-dessus de la tête de Michel Barnier et le ciel est très bas sur la vie politique française. Le problème de Michel Barnier avec les agriculteurs, c'est que quand bien même il y aurait une bonne nouvelle côté Mercosur, ça n'empêchera pas qu'il y a 22% de production céréalière en moins en France cette année, que les agriculteurs ont pris des seaux d'eau sur leurs exploitations toute l'année, que le prix de l'énergie reste extrêmement cher et que donc les promesses de la loi d'orientation agricole n'ont pas été tenues et avant que, y compris en termes de prêts bancaires simplifiés, de contrôles moins nombreux, etc., avant que tout ça se mette en place, ils ont le temps de se mobiliser longtemps. Et le second facteur aggravant, c'est effectivement ce climat politique, bien sûr, avec l'absence de majorité, mais sociale maintenant, avec des grands groupes qui... licenciement, on annonce 150 000 suppressions d'emplois, licenciements. Exactement, Auchan et Michelin ont notamment défrayé la chronique. Vous avez la colère des élus locaux, à qui on pique 5 milliards d'euros de budget. C'est l'austérité qui ne donne pas son nom. Exactement, notamment au niveau départemental, où c'est assez grave. Et puis, une succession, pour moi, de maladresse, parce que là, on apprend ce week-end que donc, on va taxer les frais de notaire encore plus. Et en fait, il y a une espèce de pression fiscale absolument confiscatoire et qui devient explosive. C'est extrêmement intéressant, mais comme il nous reste 1 minute, et je voudrais vraiment avoir un autre spécialiste, qu'est-ce qui peut faire changer? On voit l'opposition côté français. On verra si elle est transcrise et traduite au niveau européen, mais qu'est-ce qui peut changer de l'autre côté, sur ces 5 pays du Mercosur? Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire, finalement, c'est pas bon pour nous, ou alors on met des annexes, on change quelque chose pour orienter? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre de l'autre côté? Sans doute, en tout cas, le sommet du G20 va être très important au Brésil, qui se tient à partir de demain à Rio, va être très important justement en termes aussi de mobilisation, mais attention, l'Amérique latine et les pays du Mercosur aussi sont mobilisés déjà, ne serait-ce que parce que il y a l'accès à un marché. On a déjà vu de toute façon que les produits sont déjà présents, d'une part. Mais pour nous, Européens, au-delà de la problématique qui a été présentée, il y a des enjeux stratégiques. Je pense au lithium. Le lithium, la Bolivie, l'Argentine, notamment le Chili, sont des pays qui produisent le lithium qui va être fondamental pour la transition écologique dans laquelle s'engage l'Europe. Et c'est ce qui fait qu'on parle d'un accord global. Il y a derrière, en effet, des enjeux clés pour notre devenir. Et nous en reparlerons. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau jusqu'à cette heure tardive. Dans un instant,